Oui, tu me cèdes la parole, c'est parfait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et quel programme! Vous allez le découvrir, une dizaine d'intervenants, 2 films, de la musique et des personnalités exceptionnelles au rayonnement international. C'est effectivement un comité ultra dynamique qui a travaillé pendant une année pour vous préparer ce programme. Et on va les faire monter sur scène à la fin de cette édition pour les remercier et les féliciter. La créativité, c'est donc notre thème cette année. La créativité figure parmi les compétences essentielles identifiées par le World Economic Forum pour aborder le marché du travail en 2025. La créativité fait partie du carré magique des 4 C avec collaboration, communication et esprit critique. La créativité serait donc l'un des meilleurs moyens d'aborder cette période de grands changements, et on se rend bien compte qu'il y en a beaucoup entre la transformation digitale, les défis climatiques, une période aussi de turbulence économique avec une forte inflation et des pénuries. Nous allons nous demander ce soir si la créativité, elle a une bonne réponse, et est-ce qu'elle est accessible à tout le monde, comment la stimuler, et comment concrètement traduire cette notion dans vos entreprises ou votre tissu économique. Toutes ces questions, nous allons d'abord les aborder avec un premier grand invité. Nous recevons ce soir le Monsieur Innovation d'Emmanuel Macron. Bruno Bonnell est le secrétaire général de France 2030. Qu'est-ce que France 2030 ? C'est un plan d'investissement massif pour faire émerger les futurs champions technologiques de l'Hexagone et accompagner la transition dans différents secteurs comme l'automobile, l'aéronautique et l'espace. Bruno Bonnell arrive de Paris pour partager ses expériences avec vous et j'aimerais que vous l'accueilliez très chaleureusement. Bonsoir Bruno. Bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Ici, on ne peut aller que bien, donc tout va bien. Vous avez aimé l'expérience de prendre un peu de hauteur et puis d'avoir cette vue panoramique sur le lac Léman ? Oui, c'était intéressant, si c'était que le chauffeur avait peur, donc il avait le vertige, mais ça s'est bien passé. Un bref portrait, vous êtes un multi-entrepreneur de la tech, homme politique, ancien député de La République En Marche. Vous êtes aujourd'hui, c'est presque un titre de film, l'homme qui vaut 34 milliards. Même 54. Ah, maintenant c'est 54 ? Vous avez gagné 20 milliards. Ah oui. Alors vous allez nous en parler. On va parler de plusieurs périodes de votre vie, parce que vous avez fait beaucoup de choses. Mais moi, je vous propose qu'on commence par le début, bien sûr. Vous fondez dans les années 80 la société de jeux vidéo Infogrames. C'est un succès planétaire. Vous fusionnez ensuite avec Atari. C'est là donc la créativité des années 80, de ce début de la digitalisation. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer comment est arrivé le premier déclic ? Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie de ce secteur finalement si prometteur ? Je pense que je voudrais juste commencer par un petit retour, une vision un peu globale. On vit en fait en ce moment un moment que moi je ne dis plus comme une transition, mais que j'appelle une métamorphose du monde. On passe de la chenille fossile au papillon électrique, c'est-à-dire qu'on change d'énergie. Et si l'électricité a la puissance maintenant équivalente à celle des énergies fossiles, c'est-à-dire du thermique, elle a autre chose, c'est qu'elle apporte aussi l'intelligence. C'est une énergie d'intelligence avec le numérique. Et ça a commencé effectivement avec la création, à la fin des années 70, des microprocesseurs et des premiers micro-ordinateurs qui sont arrivés sur le marché. Donc quand ils sont arrivés, j'avais cette intuition à l'époque de dire, et j'ai même écrit un livre à l'époque qui s'appelait « L'ordinateur familial, pourquoi ?» avec un point d'interrogation, parce qu'on avait tellement de mal à convaincre les gens d'en acquérir qu'on était obligé de leur expliquer que oui, ça allait changer leur vie. Et d'une façon très didactique. Et la manière la plus intéressante d'attirer justement les gens vers l'informatique de l'époque, qui était une informatique très, très primaire, vous vous rappelez certainement des premiers jeux vidéo, c'était effectivement le jeu.
Le jeu qui est cette expérience sans risque qu'on peut faire, et donc pour arriver à comprendre qu'on pouvait interagir avec une machine. Et c'est le basculement de ce monde dans lequel on arrêtait simplement de raconter, d'être soit spectateur, soit raconteur d'histoire, mais qu'on était vraiment interacteur. Donc on bascule là-dedans. C'est comme ça que ça a démarré. Et ça a démarré avec ce qu'on appelait des jeux vidéo ou des logiciels éducatifs, c'est-à-dire des choses très très simples. Et puis après, l'aventure s'est développée. Vous êtes arrivé, vous, avec un regard d'ingénieur ou d'entrepreneur? Je pense que c'était surtout un regard de créatif, c'est-à-dire un regard en me disant ce nouvel outil va être toute une zone, toute une nouvelle manière d'expression pour les gens. Et puis aussi cette intuition que ça allait être un élément déterminant de la formation des gens. C'est-à-dire qu'en fait, on rentrait dans une nouvelle ère, l'ère de l'homo sapiens numéris. C'est-à-dire maintenant, on parle beaucoup de numérique, de digital, mais on oublie que ça a vraiment, vraiment commencé à la fin des années 70, début des années 80, quand l'informatique, finalement, est arrivée d'une façon, on va dire, accessible, parce que ça valait encore très, très cher pour l'époque. Mais en Suisse, vous aviez beaucoup d'ordinateurs personnels également. Il y a une vraie culture de l'ordinateur personnel en Suisse. Mais en Allemagne, il y avait les Commodore. En Angleterre, il y avait les Spectrum. En France, il y avait les Thomson. Donc chaque bloc, en fait, chaque pays voulait s'approprier culturellement ces nouveaux outils. Donc c'est comme ça qu'il fallait juste être créatif. Et moi, j'ai édité, 5000 ou 6000 jeux vidéo tout au long de toute l'histoire d'Infogrames. Donc ça fait pas mal. Il y en a eu beaucoup. Mais c'était un peu la période Méliès du cinéma. Maintenant, il y a autant de différences entre les jeux qu'on faisait à l'époque qu'entre les films noirs et blancs muets de Charlie Chaplin et le dernier Avatar. Donc soyons modestes, ça a beaucoup évolué. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème lorsqu'il a fallu passer d'une idée, justement de ce terreau créatif, à un business model ou une entreprise rentable? Est-ce que cette transition a été facile? Non, mais je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a souvent ce basculement vers l'audace. Et on raisonne très souvent en termes de marché. Je pense qu'on raisonne beaucoup trop dans cette fin de cycle. Moi, j'appelle vraiment ça une fin de cycle. On raisonne beaucoup trop en termes de marketing. Et on oublie souvent de parler de design. Moi, je pense que le siècle qui vient, c'est le design qui va remplacer le marketing. Et alors, la différence, c'est que le design regarde en avant et essaye d'utiliser l'outil qu'on a pour se projeter vers l'avant. Le marketing fait souvent des constats, soit du présent, soit regarde un peu dans le rétroviseur en disant j'ai une part de marché, il faut que on réfléchit pas dans l'extension en fait du gâteau, on réfléchit dans l'extension de sa propre part de marché de gâteau. Je vais prendre un exemple dans les véhicules électriques par exemple. Aujourd'hui, dans les véhicules électriques, on dit bon, y a le changement de motorisation, qu'on passe du thermique à l'électrique. Si on raisonne design, on va dire non, il y a vraiment un changement d'usage de la mobilité. On voit par exemple émerger en Asie toute une nouvelle gamme de véhicules qui s'appellent les véhicules intermédiaires, qui sont entre le vélo électrique et le premier prix de ce qu'on appellerait une automobile électrique aujourd'hui. Donc ce sont des engins, on va dire, à base d'électricité, qui commencent à mordre, et les statistiques actuellement asiatiques disent ça sera entre 45 et 50% du marché de la mobilité électrique dans les grandes villes chinoises notamment et du sud-est asiatique. Donc ça doit nous pousser à se dire, finalement c'est un moment où même quelque chose comme l'automobile, qui fait partie de notre quotidien, cette mobilité qu'on a autour de nous depuis un siècle, va basculer vers autre chose. C'est ça le design, c'est de se dire on va révolutionner les usages, notamment les usages du dernier kilomètre en ville, dans des conditions d'impact climatique qui soient bien meilleures. Et finalement, quand on raisonne, on dit bah oui, finalement, on voit bien que émergent toutes ces nouvelles machines de mobilité, plutôt que de dire ah non, je vais gagner de la part de marché sur le marché de l'automobile traditionnel, et parce que je vais faire des véhicules électriques, je vais gagner de la part de marché dans quelque chose qui finalement ne révolutionnera pas l'usage. C'est ça un petit peu la clé. Voilà comment je le sens. Avant qu'on passe à France 2030 et à vos responsabilités d'aujourd'hui, est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter sur cette période folle
de jeux vidéo, de gens que vous avez rencontrés, peut-être de rencontres exceptionnelles qui vous ont permis d'aller de l'avant. Oui, mais alors là, je vais frustrer à peu près tous les autres orateurs, parce qu'on va y passer la soirée. Hein, non, c'est pas le but. 30 ans de jeux vidéo, ça fait je vous demande une anecdote. Non, mais il y a des jolies anecdotes, parce que comme c'était quelque chose de tellement nouveau, tous les créatifs de la planète s'y intéressaient, de Albert Uderzo qui crée Astérix jusqu'à Michael Jackson ou des grands réalisateurs de films. C'est-à-dire tout le monde voulait comprendre ce nouveau média, et donc on a eu des belles rencontres et on a créé ensemble des objets passionnants. Donc ça a été surtout beaucoup de rencontres, mais je pense qu'aussi l'autre anecdote qui est intéressante, et il ne faut jamais oublier ça dans les nouveaux métiers, c'est qu'on n'avait pas de personnel, on avait du mal, il n'y avait pas de formation en jeux vidéo dans les années 80. Donc les gens qui travaillaient dans l'entreprise à l'époque avaient fabriqué un masque, un programme cache, qui était en fait un tableur. Et dès que quelqu'un rentrait dans leur bureau, parce qu'ils ne voulaient pas avouer qu'ils faisaient des jeux vidéo, ils trouvaient ça que ce n'était pas de leur niveau, ils appuyaient sur le bouton et ils avaient un tableur. Et je me rappelle de ce jeune programmeur qui disait, il y a mes parents qui viennent cet après-midi, je sais pas, il devait avoir 18, 19 ans. Et dès que ses parents arrivaient, hop, tu vois, maman, je fais des choses sérieuses, je travaille sur un tableur, alors qu'en fait, il était en train de travailler sur les Schtroumpfs ou sur un autre truc. Ça, c'était assez amusant. Mais c'est vrai dans beaucoup de choses. Vous savez, dans tous ces nouveaux métiers, souvent les formations sont un peu de saltimbanque. On se dit, c'est pas pérenne. Être créateur de jeux vidéo en 1983, quand j'ai créé Infogrames, c'était absolument pas un boulot sérieux. Et aujourd'hui, il y a des dizaines d'écoles et des dizaines de milliers de personnes qui se forment, et c'est une industrie audiovisuelle qui est une des plus fortes au monde, si ce n'est la plus forte du monde. Donc voilà, ce genre d'anecdote, un peu au clin d'œil. Je suis sûre que ça satisfait la curiosité de beaucoup de personnes dans ce public. Parlons d'aujourd'hui. France 2030, donc vous me dites 54 milliards d'investissements, c'est sur 10 ans, on est d'accord? 5 ans. Sur 5 ans? Oui, j'en ai déjà engagé 10 là, cette année. Donc, Ok, alors expliquez-nous comment est-ce que vous choisissez, sur quels critères? C'est des pitchs, vous voyez des gens, on fait la file devant votre bureau pratiquement, comment ça se passe? Non, j'ai beaucoup d'amis, mais bon, plus sérieusement, en fait... Le plan France 2030, c'est une déclaration qu'a fait le président de la République il y a 1 an, où il a dit, de toute façon, compte tenu de cette métamorphose dont je viens de vous parler, si on ne réinvestit pas massivement en dérisquant l'investissement privé, donc déjà il faut comprendre que c'est un dérisquage, à l'inverse par exemple du plan américain dont vous avez entendu parler, de l'IRA qui vient de sortir, qui lui est un crédit d'impôt, donc qui vient en aval de l'investissement privé, c'est-à-dire que si vous faites un investissement privé, vous implantez une boîte, elle gagne de l'argent, et là, le gouvernement américain vous fait une réduction d'impôt. Là, c'est l'inverse, on dit ça nous paraît être pas la bonne philosophie. La bonne philosophie, c'est d'entraîner le secteur privé, donc de l'accompagner, on fait à peu près 30 à 40% d'accompagnement, sur des grandes idées d'innovation dans lesquelles il y a beaucoup de risques, et il y a beaucoup d'audace. Donc ça veut dire par exemple, quelqu'un qui va faire des micro-lanceurs de fusées, et qui va dire c'est sympa, mais enfin ça coûte beaucoup d'argent. Nous on est prêt à mettre X, très bien. Nous on va vous accompagner de 30% supplémentaires. Alors comment ça couvre 5 pôles d'activité. Vous allez voir, c'est très large. La santé, donc tout ce qui est innovation en santé, la transition éco-énergétique, tout ce qui est la génération d'énergie verte, et également les usages de la décarbonation du quotidien, agricole et industriel, la connaissance, c'est-à-dire toute la formation. On a depuis que j'ai commencé ce plan, on a 150 nouvelles écoles que nous avons formé. On va former 450 000 personnes qualifiées de plus par an déjà, et l'objectif c'est d'en faire 1 million d'ici la fin du plan. Et il y a également là-dedans, il y a ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, donc c'est un pôle qui s'appelle connaissance, évidemment également la recherche et l'enseignement supérieur. Il y a un pôle qui s'appelle souveraineté numérique et cybernétique, qui couvre donc tous les logiciels, plus tout le hardware électronique et robotique. Et puis un dernier que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nouvelles Frontières, avec l'espace, l'exploration des fonds sous-marins et les technologies quantiques, qui sont probablement la prochaine vague importante après le numérique. Il y aura la période quantique ou la période photonique, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, c'est vraiment des choses qui se projettent très loin. Donc, et ça, on le couvre surtout de la recherche fondamentale jusqu'à la création de la première usine. Vous voyez que la map est excessivement grande, donc je ne fais pas ça tout seul. Non, les gens défilent pas dans mon bureau. Vous avez combien de personnes dans votre équipe? L'équipe est très réduite, on est 45. Mais on travaille on démultiplie notre action
avec des opérateurs sur le terrain. Vous en connaissez peut-être, ils ne sont peut-être pas si familiers que ça en Suisse, mais il y a la Banque publique d'investissement, la BPI, il y a l'ADEME qui s'occupe d'environnement, il y a l'Agence nationale de la recherche, qui est une agence qui s'occupe des chercheurs, et puis il y a la Caisse des dépôts et consignations, qui est donc l'organe public majeur d'investissement. Et donc, ces gens-là se démultiplient également sur les territoires, et on a fait la philosophie inverse d'un plan. C'est-à-dire, on ne dit pas à Paris, voilà ce qu'il faut faire, on veut que les microfusées soient comme ça, on veut que l'électronique soit... On dit au contraire, on dit, ça, ce sont des objectifs, on veut fabriquer 2 millions de véhicules électriques en France d'ici 2030, on veut avoir 2 ou 3 micro-lanceurs, on veut un ordinateur quantique, et on attend des territoires qui nous proposent. Donc, par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure de Stéphane sur ces contraintes, la seule contrainte qu'on donne, c'est la contrainte d'objectif. Et c'est une contrainte importante. Et du coup, on fait des relèves régulières avec des jurys internationaux, dans lesquels il y a des Suisses d'ailleurs, de façon étonnante. Mais vous êtes presque en train de passer à un système fédéraliste. Hein. Presque. Il paraît que c'est contagieux. C'est le contraire du centralisme ouais, à la française. On essaye justement de faire remonter par la base ces projets-là. On a des choses très surprenantes parce que, vous voyez, par exemple, on veut fabriquer 20 biomédicaments d'ici 2030 en France. Eh bien, une des boîtes leaders de ça, elle est au milieu du Cantal. Bon, vous ne connaissez pas forcément le Cantal, mais le Cantal, c'est quand même l'endroit où, à part 3 vaches et du fromage, il n'y a pas grand-chose. Ben non, on a une des plus belles perles de bioproduction là-bas, justement, qui vient de l'industrie du fromage, parce qu'ils ont commencé à travailler sur les ferments, ils ont évolué, et donc ils ont une centaine de personnes qui sont des ingénieurs qui travaillent dans la nature, je vous assure, j'ai visité l'entreprise, c'est une ferme, c'est un truc de dingue, et c'est parmi les leaders mondiaux de ça. Donc vous voyez, on veut vraiment donner la chance à cette créativité spontanée sur le territoire et de partout. Et on est relayé par ce qu'on appelle les services déconcentrés de l'État, ce que vous appelleriez effectivement des systèmes fédéralistes, c'est-à-dire les régions, et on travaille avec les régions. Donc c'est une espèce de tamis général dans lequel on donne des objectifs et on alloue des moyens filtrés par des jurys. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, on accepte dans notre thèse d'investissement, et ça c'est très intéressant pour les investisseurs privés, on accepte de se tromper complètement. Ça veut dire qu'on dit, par exemple sur les ordinateurs quantiques, il y a 5 technologies actuellement que nous soutenons. On ne va pas faire de la physique nucléaire ce soir, mais 5 technologies complètement différentes, une photonique, une thermodynamique, une de supraconducteur, enfin des choses compliquées. Et on a décidé de les soutenir les 5, mais on leur a donné des étapes d'évolution aux 5, et on laissera tomber celles qui ne seront pas au rendez-vous de l'étape d'innovation ou de créativité. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de créer un écosystème, parce que même les structures qu'on va pas soutenir auront généré des personnes de ce milieu-là qui pourront rebasculer en ressources supplémentaires sur les autres. Donc il y a un côté vraiment d'encourager tout le monde en acceptant d'arrêter des investissements si on se retrouve devant un mur. Il n'y a que l'État qui peut faire ça. Et c'est bien la logique de dire, dans ces transitions, ça a été vrai au moment de la révolution industrielle dans tous les pays d'Europe, l'État est intervenu de façon assez massive pour accélérer la prise de risque du monde privé. Et ça, c'est quand même une vraie nouveauté en France par rapport à un pays qui est quand même logiquement très régalien, quoi, de tradition, très centralisé. Quand vous pilotez la créativité de façon macro, on est d'accord oui, tout à fait, complètement macro. Votre démonstration nous le montre bien. Est-ce que c'est très différent d'un pilotage de créativité au sein d'une entreprise, Infogrames ou Atari par exemple? Alors, oui, c'est intéressant cette question parce que ce n'est pas simplement macro, c'est également politique. C'est-à-dire que moi, Atari, au pic de son management, c'était dans une 50aine de pays, avec 5000 collaborateurs, donc il y avait quand même une grande... On était obligé d'être aussi un peu macro, hein, on peut qualifier ça de multinational. Mais on avait finalement des critères, qui sont des critères que beaucoup d'entre vous dans cette salle connaissent, qui sont des critères de business traditionnel, hein, de rentabilité, etc. Là, moi, j'ai des obligations d'impact. Donc, qu'est-ce que j'appelle des obligations d'impact? C'est-à-dire que l'État français ne fait pas un soutien avec une volonté de retour sur investissement. On n'est pas un VC. Par exemple, on donne des subventions, c'est du non-dilutive capital. On donne des avances remboursables. On fait de la commande publique. Tout ça fait partie de la masse des 54 milliards. Donc il n'y a pas de volonté. Ce n'est pas comme si on investissait en capitaux ou en fonds propres dans une entreprise et qu'on attende des dividendes. Donc il a fallu qu'on trouve d'autres critères de performance que le critère simplement de revenu.
Et on a regardé ces critères qu'on appelle les critères d'impact sur 50% de notre budget total doit être consacré à la décarbonation et la baisse de l'empreinte carbone. Donc ça, on le surveille comme le lait sur le feu. On regarde vraiment si les innovations que nous soutenons ont des impacts. Et on a déjà économisé 10 millions de tonnes de CO2 sur nos premiers investissements, les premiers 10 milliards qu'on vient de finir sur la première année. On regarde si ça aide les petites et moyennes entreprises. On a 50% d'obligations dans notre mix global où ça doit être des acteurs dits émergents. Donc les autres étant les centres de recherche, les grosses entreprises, les structures plus d'État, les organismes de recherche, choses comme ça. Et on a également, on regarde la valorisation des territoires, donc on observe certains territoires où on met de l'argent, est-ce qu'on a un développement économique, est-ce qu'on a de la revitalisation industrielle, et ça on le fait justement avec les services déconcentrés de l'État, constate par exemple les impacts d'emploi sur un territoire. On regarde également les brevets, les dépôts de brevets. Est-ce qu'on a une augmentation? Là, on peut la constater déjà aujourd'hui dans certains secteurs. Donc, vous voyez, c'est un pilotage avec un tableau de bord qui est considérablement élargi. Moi, je dis toujours, il faut se méfier. J'ai été chef d'entreprise pendant suffisamment longtemps, du côté un petit peu simplificateur du chef d'entreprise quand il regarde le politique. Il dit oui, bon, il y a qu'à, Faucon, etc. En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense quand on veut s'impliquer dans la mécanique fine. Moi, je suis dans l'administration publique, j'ai plus de rôle politique au sens élu du terme. Mais quand on rentre dans cette mécanique, on s'aperçoit que c'est un peu comme un mobile de Calder. Vous bougez un truc, ça bouge un autre truc, et il faut arriver à équilibrer tout ça d'une façon intelligente. Et c'est pour ça qu'on a créé des critères d'impact qui sont beaucoup plus complexes que le simple critère économique. Passons à quelques autres domaines et aspects avant de proposer à notre public de vous interpeller, de poser des questions. J'aimerais vous demander quelle est votre vision de la créativité helvétique vue de France. Vous parliez des brevets. Là-dessus, la Suisse est évidemment en une très bonne position. Mais voilà, est-ce que pour vous, la Suisse est très créative ou pas ? La Suisse est classée, en tout cas dans les classements internationaux, comme un pays, si ce n'est le premier, en tout cas sur le podium de l'innovation, donc forcément de la créativité. Mais est-ce que c'est une créativité différente de la créativité française ? Oui, c'est une créativité différente de la créativité française, parce que je pense que, bon, d'abord, il y a un problème de cet esprit un peu club, qu'on retrouve d'ailleurs physiquement ici, cet esprit de collaboration entre personnes qui jugent qu'ils sont au même niveau de compétences et de performance, cette idée de trouver sur le territoire la solution et pas aller la chercher forcément ailleurs. On en voit bien la vulnérabilité aujourd'hui quand vous pensez que la plupart des systèmes industriels en France notamment ont entre 50 et 70% des approvisionnements qui ne viennent pas de France. Et donc ça, c'est un vrai souci. C'est pour ça, par exemple, qu'on a décidé de doubler les capacités de microchips avec une énorme opération qu'on a fait avec ST Microélectronique pour dire on ne peut plus acheter les éléments essentiels des véhicules, des machines-outils, des robots à Taïwan ou en Corée. Il faut absolument qu'on ramène ça sur notre territoire. Donc il y a cette idée-là. Bon, c'est pas une légende, la précision suisse. Non, c'est pas une légende, ça veut dire qu'il y a une espèce d'attention aux détails. J'étais à Besançon il y a quelques semaines, à l'École nationale supérieure de micromécanique. Bon, vous avez 25% des gens qui sortent des promotions de cette école qui viennent en Suisse. Il se trouve que la qualité, justement, de précision est importante pour eux. C'est de la micromécanique et ils trouvent beaucoup de territoires. Et puis, je pense aussi qu'il y a un côté laboratoire social qui est intéressant. C'est-à-dire que vous arrivez assez vite à faire l'expérimentation de ce que vous proposez. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de travailler avec des structures en Suisse, notamment en robotique, parce que j'ai eu aussi une vie en robotique juste après la vie en jeux vidéo, puis Internet, puis robotique. J'ai vu que très très vite, on arrive à faire de l'expérimentation. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe en Corée, par exemple. La Corée pousse très très vite à l'expérimentation, c'est-à-dire qu'ils font plus de soutien à la commande publique que de soutien au financement de la recherche. C'est une autre manière d'aborder le problème. Donc on voit qu'il y a une exécution qui est plus rapide en Suisse, peut-être qu'en France. On est peut-être un peu plus intello, en fait. Et puis un côté plus pratique, précision. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une vraie différence. Je souhaiterais d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit appel ce soir, vous dire que France 2030 n'est pas réservé aux Français.
Hein. Non mais je le dis, parce que ça veut dire que si vous faites très intéressant. Non mais si vous faites des consortiums, par exemple, avec des Français, évidemment, ils sont réservés à des structures qui travaillent en France. C'est l'argent des Français, donc logiquement, je leur ramène ça. Mais par contre, on a énormément de collaboration avec l'Allemagne sur le nucléaire, par exemple, puisqu'il n'y a pas de financement d'industrie nucléaire en Allemagne, évidemment, mais il y a des chercheurs en nucléaire en Allemagne. Et par exemple, j'ai récemment reçu une équipe, parce un des objectifs de France 2030, c'est de faire de ce qu'on appelle des petits réacteurs nucléaires, c'est-à-dire des réacteurs nucléaires qui tiendraient sur cette estrade, avec des capacités réduites, mais aussi beaucoup moins de risques. Enfin bon, eh bien, il y a des équipes allemandes qui travaillent sur ce type de technologie, qui se sont associées avec des équipes françaises et qui sont financées ou cofinancées par France 2030. Donc j'en profite pour dire ça. Mais d'une façon plus générique, je pense qu'il y a une complémentarité entre cette créativité je disais, de précision, de rigueur, mais rigueur au bon sens du terme, hein, et l'espèce de côté un peu romantique de la créativité française. Moi, quand j'étais aux États-Unis, c'était la caractéristique, c'est oui, vous les Français, vous avez ce côté un peu imaginatif, romantique, etc. Et heureusement qu'on met un peu des structures. Je trouve que l'association des deux avait apporté beaucoup d'énergie quand je travaillais chez Atari. Je pense que sur le territoire, globalement, sur le territoire européen, j'encouragerais beaucoup de relations entre justement ces deux manières de penser la technologie, parce qu'elles sont complémentaires, elles ne sont pas du tout en opposition. Et pour avoir aussi eu l'occasion de travailler avec le PFL, oui, pendant un certain temps, gros labo robotique d'ailleurs là-bas, j'ai bien vu qu'il y avait ce côté un peu pousse au crime du français et le côté, attendez, on va essayer de mettre tout ça un petit peu en musique. Je pense qu'il y a une dynamique complémentaire à trouver et que j'encourage de mes voeux. En tout cas, bienvenue si vous voulez faire partie des clubs France 2030. Nous avons encore une dizaine de minutes à partager avec vous, Bruno Bonnel, et j'aimerais m'adresser à nos invités ce soir. Avez-vous des questions à poser à notre premier invité de la soirée? Il suffit de lever la main. Attention, et un micro va venir vers vous. Immédiatement, je suis... Il y a un monsieur là-bas qui a levé la main. Profitez d'avoir une personnalité aussi intéressante que Bruno Bonnel avec nous ce soir, oui. Oui, merci pour cette très intéressante présentation. Vous avez mentionné l'Allemagne en disant que vous travaillez avec des chercheurs allemands. Mais l'Allemagne, apparemment, investit 200 milliards par rapport à 54 en France. Donc les 54, même ils ont augmenté de 10, restent assez faibles par rapport à l'Allemagne. Donc je me demande si au niveau des budgets et au niveau des sujets d'investissement, y a-t-il une coordination européenne? Parce que vous parlez de la France par rapport à la Suisse, mais qu'en est-il des rapports avec l'Europe? Il semblerait que ce genre d'investissement soit un souci de friction, un sujet de friction entre l'Allemagne et la France. Ah, il y a des gens qui connaissent bien le dossier. Hein. Non, mais encore une fois, méfions-nous des chiffres. Je vous dis méfions-nous des chiffres. Non, mais c'est pour ça que je dis toujours... Vous savez, tout à l'heure, j'avais été interviewé par un journaliste du Monde qui me disait « Ouais, mais enfin, vos 54 milliards, les Américains en proposent 379 milliards dans le cadre de leur plan IRA, et effectivement, les Allemands 200, etc. » Bon, si je cumule toutes les aides publiques sur les 5 ou 6 dernières années avec les crises Covid, le plan de relance, le plan de soutien à l'économie en France, etc., je vais tomber sur ce genre de chiffres. Donc il y a aussi des effets de rattrapage, des effets retard. Et l'Allemagne consacre beaucoup de ces 200 milliards à surtout trouver une solution pour la crise énergétique qui les prend vraiment de plein fouet. Donc je veux me méfier. Mais ceci dit, vous avez raison, ils font cet effort. Et ils font cet effort parce que de toute façon, c'est ce que je vous disais, peut-être que je ne l'ai pas dit assez clairement, dans cette période de métamorphose, si l'État n'est pas déterminant pour le dérisquage, vous avez une tendance naturelle à la contraction, au contraire, des investissements. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, en tout cas en France. Les sociétés privées ont beaucoup de mal à faire des levées de fonds parce qu'il y a une contraction par rapport à l'aspect on attend de voir ce qui se passe. Il y a quand même il y a l'éco-anxiété, il y a le phénomène de la guerre en Ukraine, il y a le phénomène inflationniste, il y a le phénomène démographique qu'il ne faut pas négliger, il y a le changement climatique. Tout ça fait que les investisseurs privés ont tendance quand même à se rétracter. Donc l'intervention de l'État, c'est vraiment pour leur dire on vous accompagne et en tout cas
Si vous travaillez par subvention, si vous travaillez par des phénomènes non dilutifs, vous voyez qu'il y a un bénéfice immédiat à trouver dans cet effort. Maintenant, sur l'Allemagne, et d'une façon générale sur l'Europe, notamment avec l'Italie et l'Allemagne, qui sont les deux pivots. Et les frictions, est-ce que ça crée des frictions en Europe? J'allais répondre à ça, si vous voulez. Aujourd'hui, on a à la fois de la coopération sur certains grands sujets, Airbus, l'ESA, et à la fois de ce que j'appelle la compétition, mais moi je préfère appeler de la coopétition. C'est-à-dire qu'on continue les dialogues, mais il y a une réelle compétition. Je vous cite par exemple les lanceurs de l'espace. Nul doute qu'il y aura dans les 15 ans qui viennent une activité spatiale qui deviendra industrielle. Elle est encore, on va dire, semi-industrielle, en prototypage, mais on commence à avoir des sociétés qui parlent de construire des éléments, des médicaments, des métaux particuliers, des alliages particuliers dans l'espace. Bon, ça paraît un peu de la science-fiction, mais pensez il y a 15 ans qu'il y aurait un industriel privé qui lance des satellites suffisamment gros pour faire la compète avec la NASA comme SpaceX, ça paraissait aussi de la science-fiction. Donc moi, je me méfie de la science-fiction en ce moment, parce que finalement, elle va peut-être se réduire à de la science tout court. Donc, ce phénomène de compétition et de coopération, c'est un peu le love and hate de, moi, ce que j'appelle l'adolescence de l'Europe. Et la sortie de ça, je ne la connais pas. Soit effectivement, on va avoir un renforcement des liens européens par rapport à ça, c'est-à-dire que tout le monde se cherche un peu, tout le monde se cherche à se mettre un peu au niveau, soit malheureusement, on sera dans une situation qui, à mon avis, serait dramatique parce que les marchés vont être continentaux, où il y aura des séparations à l'amiable, je l'espère, ou pas à l'amiable. C'est sûr que le choc de l'intervention russe en Ukraine bouscule tellement les choses sur le court terme que là, il y a des espèces de choix à faire. On a vu qu'il y a des choix politiques qui sont faits par les États qui ne sont pas forcément cohérents avec une Europe qui va perdurer. Il y en a d'autres, au contraire, qui cherchent à renforcer les liens européens. Et cette période-là, je pense, c'est une période assez critique de cette évolution européenne qui était basée finalement sur une monnaie, sur une espèce d'équilibre de paix depuis 70 ans, où la notion, par exemple, de réarmement de l'Allemagne n'était pas sur la table, la notion de conflit potentiel sur notre sol n'était pas sur la table. Ces éléments-là exogènes créent une crispation qu'il faut prendre en compte, mais qui ne doit pas changer notre détermination. En tout cas, je réitère ce que je dis. Moi, j'encourage les collaborations avec les pays européens et surtout les effets de levier de France 2030 avec des moyens européens. Voilà, nous avons encore le temps pour une question. Oui, monsieur, peut-être attendez, le micro va arriver. C'est ici devant, à la première table. Je suis là toute la soirée, sinon. Je vous rassure. Oui, il y aura plein de pauses. Oui, j'aimerais rebondir sur la question du professeur Catry, qui parle de milliards en Allemagne. Je crois savoir qu'il n'y a pas de milliards en Suisse du tout. Ça... Donc, est-ce que vous aimeriez profiter de votre passage en Suisse pour conseiller aux Suisses de débloquer un peu des milliards, ou est-ce que vous pensez que notre approche du soutien à la créativité et à l'innovation peut aussi trouver sa voie sans avoir les milliards de l'État? Est-ce que quelqu'un sait, surtout dans la salle, quel est le montant des investissements? Je crois qu'en Suisse, il y a eu un paquet en innovation. Il y a 5 ans en arrière d'environ 2 milliards qui s'injectent dans l'économie, mais on n'a pas des montants comme vous avez en France. Non, mais... Donc il n'y a pas une attention de l'État pour soutenir des projets dans certains... Non, mais là-dessus, Donc on a une approche totalement différente en Suisse. Non, mais sans vous faire de la flagornerie, vous n'êtes pas du tout, et c'est spectaculaire, vous n'êtes pas du tout dans la même situation de 40 ans de désindustrialisation en France. Dans ces 54 milliards, il y a beaucoup de rattrapage. Vous êtes dans une dynamique, vous avez été d'une constance au cours des 70 dernières années, de développement, de construction, c'est pas le hasard si on voit justement les performances que vous avez, et en plus vous avez choisi des secteurs. Je dis pas vous, c'est pas quelqu'un qui a décidé quelque part, il s'est trouvé qu'il y a des secteurs qui se sont mis à être de plus en plus pointus et de plus en plus performants au niveau international, qui vous donne une capacité justement de réponse. Moi je pense que la comparaison avec la Suisse, elle est plus à faire avec les pays scandinaves. C'est intéressant de regarder comment les pays scandinaves, qui sont dans des situations un peu parallèles, ils ont choisi, comme vous souvent, le maximum de valeur ajoutée. C'est-à-dire que vous allez chercher vraiment la chaîne de valeur la plus complète. En France, pour plein de raisons, historiques, politiques, d'abord il y a eu ce phénomène dramatique de 40 ans de non-investissement dans l'industrie et de fermeture d'usines.
je ne vais pas faire de politique ici parce que ce n'est pas mon rôle, mais c'est la première fois depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron qu'on a retourné la tendance et on a créé 50 000 emplois industriels, alors qu'avant on n'a fait que perdre des emplois industriels pendant 40 ans de suite, hein, c'est énorme. On a eu des milliers d'usines qui ont fermé, des ateliers qui ont fermé, avec des phénomènes sur les 35 heures, des phénomènes sur l'âge de la retraite qui a été baissé à 60 ans. On fait qu'on a perdu de la compétence. Et ce travail de fond, on le rattrape un peu aussi avec tout ça. Alors, d'un côté, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a une page blanche. On n'est pas comme les Allemands avec un énorme capex qui est basé beaucoup sur des énergies fossiles. Et ils vont avoir eu un problème de bascule qui va être compliqué. Nous, par exemple, on finance l'électrification des aciéries et des cimenteries. Mais c'est un boulot de dingos. C'est des milliards d'euros par unité. ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, c'est plus d'1 milliard d'euros pour mettre en place un four laminoir pour faire de l'acier décarboné. Donc ça, tout ce qui n'a pas été fait en investissement incrémental au cours du temps, on doit le rattraper d'une façon massive. Donc je pense que je ne connais pas suffisamment bien, objectivement, le système économique suisse pour vous répondre, mais je pourrais dire que, vu de l'extérieur, un peu comme le Japon l'a fait, vous avez été d'une constance autour du temps qui fait que ce besoin de rattrapage, il n'est probablement pas plus important. Par contre, je pense que la remise en question par rapport à la métamorphose dont je vous parle tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de se dire, attention, ce n'est pas les grandes compagnies maritimes qui ont fait les compagnies aériennes, donc ça veut dire que ce n'est peut-être pas les gens qui ont des positions établies qui forcément seront les plus agiles à se bouger. Ça permet de secouer un petit peu les structures et que les gens se disent, bon, bah, alors il faut vraiment qu'on gagne en agilité. Un dernier exemple, et j'arrêterai là-dessus. Maintenant, j'encourage en France, par exemple, des structures établies, des grosses ETI ou des grosses entreprises, à prendre sous leurs ailes les startups, notamment les startups industrielles, pas dans un objectif capitalistique, plutôt dans un objectif de bienveillance pour s'assurer qu'il y a une relève quelque part, pour que éventuellement plus tard, quand elles sont à une certaine maturité, il y ait de l'intelligence et qu'il y ait peut-être des croisements. Mais pas jouer le jeu d'un côté les startups et de l'autre côté les groupes établis, parce que les uns sont trop fragiles, même s'ils ont des formidables idées, mais ils n'arrivent pas à structurer. Les autres, parfois, sont un peu trop rigides, un peu trop sur leur base. Comme je disais, ils sont encore de la tradition du marketing, pas suffisamment du design. Et à un moment... Mais j'ai vu, par exemple, chez Michelin, hier, à Clermont-Ferrand, ils hébergent dans leurs usines, ils ont dédié des locaux qu'ils n'utilisent plus, ils hébergent des jeunes start-up industriels en leur apportant toute la connaissance de Michelin, sans être capitalistiquement d'ailleurs impliqués dans ces boîtes, mais pour dire on a besoin de créer une nouvelle génération également, ce qu'on appellerait de la néo-industrie, qui va prendre le relais demain. Mais ce n'est pas forcément des milliards. Pas forcément des milliards. Voilà. Une dernière question, mini-question qui demande une mini-réponse. Oui. Vous êtes l'auteur d'un livre on va trouver ce soir sur notre stand Payot. Vous allez d'ailleurs pouvoir dédicacer les livres si le public le souhaite. Ce livre, Viva la Révolution, une nouvelle étape pour l'humanité, explique comment les robots vont transformer notre vie. Il date de 2010. Est-ce qu'il est encore actuel ? Alors, ce livre est un livre qui 12 ans plus tard. C'est une question piège. Vous voulez répondre ? Alors, je vais dire oui. Voilà, je vais répondre. Okay. Non, parce que je veux que vous l'achetiez. Mais non, plus sérieusement. Ce livre, il est en deux parties. Il est en deux parties. Il utilise des exemples de l'époque pour montrer comment on va effectivement transformer, on passe de cette révolution industrielle qui était l'énergie fossile et la machine à l'énergie électrique et le robot. Mais il y a une explication sociétale de ça. Cette partie-là, elle est constante, elle est toujours là. Donc je pense que de ce côté-là, il est un peu actuel. Sur les exemples, il y a eu beaucoup d'évolution de la robotique. Donc il y a certains exemples qui seront plutôt nostalgiques, mais finalement c'est pas mal de faire à la fois de la vision et de la nostalgie, c'est plutôt sympa. Voilà, merci. Merci beaucoup Bruno Bonnel, merci. Merci beaucoup. Merci.